Berry-sur-Roy. Merci, Madame la Présidente. Et je tiens à vous dire que je vais partager mon temps avec la députée d'Abitibi-Témiscamingue. En ce jour du souvenir de la tuerie de Polytechnique, j'aimerais tout d'abord rappeler dans cette Chambre que 14 femmes ont été assassinées dans une école de Montréal. C'était il y a 29 ans exactement aujourd'hui. Alors, nous croyons tous dans ce principe que la violence faite aux femmes et aux filles doit être éliminée de notre réalité et qu'aucune morale ou politique ne peut la justifier. Si aujourd'hui on se souvient particulièrement de cette violence faite par les armes, ce projet de loi permet une réforme importante sur la façon dont les affaires de violence et d'agression sexuelle seront traitées par la justice. Au cours des dernières années, le NPD a mis de la pression sur le gouvernement pour qu'il respecte ses promesses, réponde aux attentes des organisations féministes et agisse en finançant également les actions pour qu'on atteigne véritablement l'égalité femmes-hommes, qu'on mette fin aux discriminations et aux formes de violence, quelles qu'elles soient, faites aux femmes et aux filles. Ce sujet tenait à cœur à notre ancienne collègue et chef de l'opposition, Rona Ambrose, qui a déposé d'ailleurs un projet de loi pour que les juges soient mieux formés sur la question des agressions sexuelles, qui est passé à l'unanimité dans cette Chambre et qui demeure au Sénat. Je crois que nous avons tous à cœur la volonté d'améliorer notre société. Au NPD, nous voulons appuyer les modifications relatives aux agressions sexuelles qui ont été déposées au Sénat. Mais en tant que parlementaires, nous devons aussi nous assurer qu'un gouvernement n'agisse pas que de manière symbolique, que ces changements soient accompagnés d'actions concrètes et soient reflétés par le financement de notre système judiciaire. J'ai posé la question à la ministre de la Justice il y a quelques heures à savoir si elle prévoyait un fonds pour permettre aux victimes de pouvoir payer des avocats pour assurer leur protection. Et tout ce qu'elle a répondu, c'est dire « Ah, ben on a déjà mis en place des fonds pour permettre aux victimes d'avoir 4 heures de conseil juridique. » Mais 4 heures de conseil juridique, Madame la Présidente, ça n'équivaut pas à être défendu pendant un procès par un avocat qui est expert en la matière. Je salue donc les avancées dans ce domaine qu'amène le projet de loi. La réponse du gouvernement concernant la motion du Parlement est par contre assez troublante et décevante. Les sénateurs et mon collègue Cowichan Malahat Langford et plusieurs témoins ont parlé des problèmes qui pourraient surgir si on ne clarifie pas la notion de consentement. Ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue vient, en posant 2 questions, de démontrer à quel point il reste encore un flou par rapport à ce qui concerne le consentement. On parle de consentement au niveau de formulation de sa volonté ou non d'avoir des relations sexuelles, mais quand on parle justement de retrait de préservatif sans que l'autre personne soit au courant, que ce soit une femme, que ce soit un homme, ça aussi, ça devrait être inclus dans la définition de consentement. Et comme vous le savez, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être victimes d'agressions sexuelles. L'agression sexuelle est le seul crime violent au Canada qui ne diminue pas. Depuis 1999, le taux d'agression sexuelle, en fait, est relativement stable. C'est une des raisons pour lesquelles le risque de victimisation violente des femmes est environ 20 % plus élevé que celui des hommes en 2014, selon des données autodéclarées provenant de l'enquête sociale générale sur la victimisation. Ce qui m'inquiète, c'est que le taux de ce type d'agression est 18 fois plus élevé pour des jeunes Canadiens de 15 à 24 ans que pour celui des 55 ans et plus. Nous savons tous que l'alcool est présent dans les soirées étudiantes et trop souvent, des plaignantes ne peuvent obtenir justice parce qu'un juge ne reconnaissait pas leurs droits vu qu'elles étaient, entre guillemets, passives sous les effets de l'alcool. Voici ce que disait Carissima Maten, professeur associé de droit à l'Université d'Ottawa, et je cite, « Du point de vue juridique, un consentement ambigu ne peut être considéré comme un accord affirmatif. La passivité n'équivaut pas à un consentement. Le consentement doit être exprimé de façon significative et non par le silence. » Fin de la citation. L'alcool ou l'intoxication par tout autre produit ne peut être utilisé comme moyen de défense par une personne commettant ce type de crime. Je veux l'affirmer haut et fort, il ne peut y avoir aucune excuse ou justification d'une agression sexuelle. Demander le consentement avant et pendant une relation est primordial
il y a encore un besoin énorme d'éducation pour les adolescents et les jeunes adultes en particulier par rapport au consentement. On en a entendu beaucoup parler dans les dernières années. On a entendu parler du mouvement MeToo, moi aussi, au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. C'est quelque chose qui est malheureusement encore souvent incompris, le concept de consentement. Et il faut que ça soit de plus en plus discuté, débattu, pour qu'on puisse avoir une définition claire de ce qu'est un consentement, surtout si on est en train de déposer des projets de loi qui vont mettre des conséquences au niveau de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi les amendements du Sénat sont très intéressants et reprennent les principes que mon collègue du NPD avait déposés comme amendement au comité justice et qui malheureusement ont été rejetés à la fois par les libéraux et par les conservateurs. Cette portion de la réponse du gouvernement m'apparaît très problématique étant donné qu'ils sont incompatibles, et je cite, c'est la réponse du gouvernement qui dit que c'est incompatible avec l'objectif du projet de loi de codifier la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur un aspect précis du droit relatif aux agressions sexuelles, cherche plutôt à légiférer sur une question juridique différente et beaucoup plus complexe en l'absence d'orientation cohérente de la part des tribunaux d'appel aux différents points de vue d'intervenants. Mais au contraire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, excusez-moi, vous avez changé. C'est en fait un objectif qui reflète ce que la Cour suprême du Canada, une décision de la Cour suprême du Canada dans la décision R contre J.A. en 2011. Donc, ces amendements qui proviennent de Kim Pate du Sénat sont en tout respect avec le système, la décision de la Cour suprême du Canada. Et je ne comprends donc pas la décision du gouvernement fédéral de renvoyer ce type de réponse pour invalider ces amendements alors qu'il respecte totalement la décision de la Cour suprême du Canada. Et également plusieurs points de vue, plusieurs recommandations d'experts, de groupes féministes qui sont venus témoigner en comité. Et donc, je cite la juge en chef Beverly McLarlin qui s'est penchée sur l'arrêt R contre J.A. en 2011. Je cite, « C'est pour prévenir l'exploitation sexuelle des hommes et des femmes et pour assurer aux personnes qui se livrent à une activité sexuelle la possibilité de demander à leur partenaire de cesser à tout moment que le législateur requiert un consentement conscient de tous les instants. » Fin de la citation. On peut continuer avec une citation de la professeure de droit Elisabeth Sheehy de l'Université d'Ottawa qui s'exprime à propos de cet arrêt dans un article de Radio-Canada. Je cite, « Je pense que le message est qu'une femme inconsciente n'est pas sexuellement disponible. C'est un crime de toucher une personne qui est endormie et inconsciente. » Fin de la citation. Et si ça ne vous convainc pas, j'invite tous mes collègues à lire la décision rendue en Alberta il y a quelques semaines. La sénatrice Kim Pate a envoyé à tous nos bureaux une copie. La Cour d'appel de la province a infirmé une décision prise en première instance et permet d'avoir une nouvelle fois une prise de position sur le consentement. Nous le savons, il y a encore trop de préjugés et comme l'exprime la sénatrice, je cite, « des stéréotypes nuisibles sur les victimes d'agressions sexuelles ». Donc, oui, le pouvoir judiciaire s'est exprimé sur cette notion et c'est à nous, législateurs, d'avoir une définition qui ne laisse plus de doute. Nous ne devons pas encore une autre affaire qui remonte jusqu'à la Cour suprême avant qu'une décision d'intervenir. Malheureusement, la justification du gouvernement de ne pas agir est au mieux aberrante. Si les jugements des tribunaux ne sont pas suffisants, je vous invite à vous tourner auprès des organismes qui elles aussi, ont pris position. Le Réseau d'action des femmes handicapées Canada veut que les amendements soient adoptés. Les organisations étudiantes ont développé des campagnes sur la notion de consentement et la question de l'intoxication y est mentionnée clairement. Sur le site harcèlementsexuel.ca, il est dans la section des mythes avec la réponse suivante. Je cite, « Être en état d'ébriété et d'intoxication ou inconsciente à cause de substances consommées invalide le consentement. La drogue du viol, numéro 1, demeure l'alcool. » Fin de la citation. Autrement dit, les amendements du Sénat vont dans le même sens que des amendements proposés au Comité de la justice par mon collègue de Cowichan-Malahat-Langford. Il y a une jurisprudence précise sur la question du consentement lors d'une intoxication inconsciente ou dans un état passif.
Pour terminer, du point de vue sociétal, de plus en plus d'organisations militent en faveur de règles de droit claires sur le sujet. Que veut-on de plus qu'un accord de parlementaires, d'experts, de juges et d'acceptation de la société civile, Monsieur le Président? La réponse du gouvernement aux amendements du Sénat n'a pas de sens politique ni juridique. Nous devons en faire plus pour lutter contre les agressions sexuelles. Les amendements du Sénat sont un pas dans la bonne direction. Merci.